Bonjour à tous, bonjour à toi Florian, Eh bien, bonjour Victor. et bienvenue à tout le monde pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne où on va pouvoir discuter de nos découvertes de la semaine précédente en termes d'ornithologie. C'est parti. Eh bien, Florian, comment vas-tu ? Eh bien, ça va très très bien. Disons que tu te perfectionnes dans les lancements d'émissions. C'est cool. Ah, je commence à prendre la main, c'est ça, au fur et à mesure. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh ben, au programme, on va avoir une sorte d'allométrie, si on peut qualifier ça comme ça, au niveau du chant, du chant d'un oiseau, qui est la mésange à calotte noire, si je me souviens bien. La mésange à tête noire, peut-être? Mésange à tête noire, je crois. Parce que j'ai le nom Sans doute. scientifique en tête, mais ouais, c'est ça, c'est la mésange à tête noire. Quel va être ton sujet à toi ? Eh bien, mon sujet à moi, ça va être de vous parler d'un oiseau que vous connaissez si vous vous intéressez à l'ornithologie. C'est le ménure. L'oiseau qui, vous savez, imite les appareils photo, imite tout ce qui est scie, etc., etc. J'ai deux études sur lesquelles on va revenir. Le fameux oiseau lyre, donc. Ah, le fameux oiseau lyre, évidemment. Donc je voulais présenter cette semaine-ci une étude que j'ai découverte qui va donc parler, comme je l'ai présenté plus tôt, de l'allométrie du chant chez la mésange à tête noire. Alors pour présenter rapidement la mésange à tête noire, ça va être la mésange la plus commune qu'on va retrouver en Amérique du Nord. C'est celle qui va incarner un petit peu le terme chickadee. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont connaître les termes anglo-saxons pour C'est certains un peu oiseaux. le terme mésange, mais aux États-Unis. C'est ça, c'est le terme mésange. Bon, c'est pas réellement défini, c'est pas Oui, très c'est un scientifique petit comme peu terme. plus compliqué que ça. Parce qu'ils vont alterner entre chickadee et tits, qui les deux concernent des mésanges de la famille des paridés. C'est pas vraiment phylogénétiquement correct, mais bon, pour les non vernaculaires, on s'en contentera. Mm. Et donc, c'est quoi l'allométrie? Et donc l'allométrie, eh ben ici en l'occurrence, ça va être le changement du chant en fonction de l'arrivée ou de la vue par les mésanges de certains types de prédateurs. Alors pour présenter rapidement les chants de la mésange à tête noire, elles sont connues donc sous le nom, comme je l'ai dit, de chickadee parce qu'elles font un son très très reconnaissable et typique. Ici, on va avoir le chant typique de la mésange à tête noire. Très très beau chant. Hein. Qui va faire une sorte de tsillu sifflé et typique. Et ensuite, elle va avoir deux types de chants d'alerte, d'alarme. Le premier, que je vais pouvoir vous diffuser ici. Qui est un chant donc très aigu, très rapide, qu'on va appeler le tsi, T-S-E-E, et qui va être produit par les mésanges lorsqu'elles vont apercevoir un prédateur qui va bouger très vite dans les fourrés, qui va s'approcher très vite et qui va être très, très menaçant. Mais elles vont avoir un deuxième chant d'alerte, qui va être le fameux chickadee, que je vais pouvoir vous diffuser maintenant. Et comme on l'entend, donc c'est le fameux chickadee, donc un son très très aigu, suivi de plusieurs sons plus ou moins, on va dire, agréables à l'écoute, des sons rauques, aigus, peut-être à la limite du grinçant, pourrait-on dire. Et c'est ce chant-là en particulier qui va nous intéresser dans l'étude. Alors, les chercheurs ont élevé des mésanges à tête noire dans une sorte de volière, on va dire,
histoire de pouvoir coller un maximum à un environnement naturel. Le résultat, ça va être un environnement semi-naturel, donc avec des fourrés, des arbres et tout un grillage qui va entourer la parcelle. Et les chercheurs ensuite vont présenter à la petite troupe de mésanges à tête noire différents types de prédateurs. Et ensuite, après avoir présenté différents types de prédateurs, qui vont être des prédateurs... je ne sais plus si ça va être des prédateurs vivants ou des reconstructions, des images, des cartons, ce genre de choses. Il me semble que ça va être des cartons parce que... C'est représentation visuelle du coup. Ouais, il me semble que ça va être ça. Ça va être des représentations visuelles des prédateurs avec conservation de la taille, je crois. Donc pour pouvoir biaiser les résultats au final et pas montrer les prédateurs plus petits que ce qu'ils sont réellement dans la nature. Et donc ils vont présenter plein de types de prédateurs, deux prédateurs mammifères, une dizaine de prédateurs, d'oiseaux prédateurs, donc des aigles, des faucons, des oiseaux de proie nocturnes. Ils vont ensuite compiler les enregistrements de chants afin d'essayer d'en retirer finalement une conclusion au niveau d'une variation de chants. Et ce que vont obtenir les chercheurs et que je vais pouvoir te montrer dans la conversation Discord, c'est cette image-là. Donc une très très belle corrélation entre la quantité de notes dites D, c'est-à-dire le D du chickadee, que vous avez pu entendre, donc la deuxième partie du chant qui est pas vraiment agréable à l'oreille, et la taille du prédateur. Et on va remarquer quelque chose d'assez étonnant, c'est que plus le prédateur est petit, plus il va y avoir de sons dits de type D. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire que plus le prédateur est gros, plus il est imposant, plus il est dangereux. Eh bien en réalité, ça va être l'inverse. Effectivement, comme on peut le supposer, plus il va y avoir de notes de type D, plus le prédateur va être dangereux. Pourquoi ? Parce que plus le prédateur est petit, plus il va pouvoir suivre les mésanges dans les broussailles, dans les branchages, et plus il va être agile. Donc les mésanges ont appris cette différence de dangerosité entre petits et gros prédateurs, et le retranscrivent dans leur chant pour pouvoir avertir les autres oiseaux de leur troupe. Ouais, parce qu'en effet, les mésanges à tête noire vont se balader en troupe de 6 à 8 individus environ, quand elles se baladent, quand elles sont à la recherche de nourriture. Okay. Et donc oui, comme on peut le voir, les résultats sont très très significatifs. Alors il va y avoir deux prédateurs qui ne rentrent pas trop dans le modèle linéaire qui a été créé ici, le Bob White et Rowflag. Alors je ne suis pas allé regarder quel type de prédateur c'était, mais on peut imaginer qu'il va y avoir une variation, que la taille après évidemment n'explique pas tout en termes de, on va dire, de danger que peut poser tel type de prédateur, et que la technique de chasse va avoir un impact. Donc ça va pas être aussi simple qu'une corrélation stricte entre taille du prédateur et danger qui représente par rapport aux mésanges. Mais on peut voir que ça suit, la plupart des prédateurs suivent très très bien la courbe, et c'est un très très beau résultat, ce qui va être en termes statistiques très très significatif. Et donc voilà, c'était une découverte, ma foi, qui est plutôt vieille, mais dont je n'étais pas du tout au courant, et qui est et je t'avoue, moi non plus, plutôt intéressante, ma foi. Ouais, qui est très très intéressante. Alors après, j'ai une théorie pour le fait que il y a moins de D-notes par call pour les prédateurs les plus à même de suivre l'oiseau. C'est peut-être que ils ont pas le temps de formuler le chant ou un truc comme ça, je sais pas, mais ça peut être intéressant de... Je serais curieux de savoir s'il y a d'autres études qui sont sorties sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'études qui sortent, relation entre guillemets proie-prédateur, et d'ailleurs il s'avère que ce que je vais présenter dans quelques instants est aussi un petit peu différemment, mais aussi une étude entre relations proie et prédateur. Mais je serais curieux de savoir s'il y a d'autres études qui sont sorties, quoi. Bah, il me semble
probable qu'il y ait d'autres études qui exploraient cette partie-là, parce que on n'est pas très très au courant, mais il me semble que la plupart des birders, on va dire, nord-américains, eux, sont vachement plus au courant de ça. Parce qu'en même temps, ils sont vachement plus au contact de ces types de mésanges. Alors après, on va avoir des mésanges du groupe des poécilés en Europe, notamment la mésange nonnette et la mésange boréale, qui vont avoir aussi le cri d'alarme de type Chickadee. Mais je sais pas si c'est applicable à ces espèces-là. Peut-être qu'il y a eu de nouvelles études. L'un des cris d'alarme les plus facilement reconnaissables, je dirais, c'est celui du merle, en France. Oui, très clairement. Même en Belgique, d'ailleurs. Et je serais curieux de savoir si peut y avoir une corrélation du nombre de trilles et de la taille du prédateur ou ce genre de choses-là. Ce serait plutôt intéressant, ouais. Et ce serait pas réellement étonnant si ça peut s'appliquer sur une espèce et que ça présente un avantage évolutif. Il est probable que ce type d'innovation évolutive se soit répété après dans différents autres taxons. Donc c'est tout à fait possible. Et ce serait très intéressant. Alors je viens de vérifier par contre, et du coup, Bob White, c'est le colin de Virginie, si je me trompe pas. Donc ça va être l'espèce témoin, donc c'est tout à fait normal en fait s'il ne s'applique pas au modèle linéaire, c'est tout simplement parce que c'est pas un prédateur. Donc ça ne fait que renforcer en fait les résultats. Parce que ça montre On rappelle l'utilité du témoin en science. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est bien pour montrer que lorsque on a un oiseau qui va être de la même taille à peu près que le kestrel ici, il va y avoir beaucoup moins de dinotes parce que les mésanges savent que c'est pas un prédateur et donc qui présente un danger bien inférieur. Mais voilà pour ce qui est de cette étude-là. De mon côté, je vais parler non pas d'une, mais de 2 études. Attention, c'est une offre exceptionnelle, elle ne se représentera peut-être pas. Je vais parler du Ménure. Ménure que, je pense que tout le monde connaît cette vidéo où on voit un oiseau avec une longue traîne de plumes sur la queue, imiter des bruits d'appareils photo, de tronçonneuses, etc., etc. Il y a pas mal d'études qui sont réalisées en ce moment sur le Ménure. J'en ai choisi 2. Il y en a une qui date de 2021 et une autre qui est sortie en mars dernier, qui vont être plutôt reliées en fait. C'est aussi pour ça que je présente les deux. Avant de présenter les deux, est-ce que tu savais qu'il y avait 2 espèces de Ménure ? Eh ben oui, mais je l'ai découvert à la fin de l'enregistrement du CDLS précédent, lorsqu'on avait regardé plus ou moins la taxonomie des oiseaux lyres. Et donc, du coup, les gens connaissent forcément le Ménure lyre ou le Ménure superbe, qu'on surnomme aussi l'oiseau lyre. Mais il y a aussi le Ménure d'Albert, hein, qui est beaucoup plus petit et qui est, on va dire, présent dans une aire de répartition beaucoup plus restreinte que le Ménure lyre, au sud de Brisbane. Donc on est en Australie. Les 2 oiseaux se trouvent en Australie de toute façon, sur la façade est australienne. Et pourquoi je parle des 2 ? Tout simplement parce que l'un va être référencé dans une étude et l'autre va être référencé dans l'autre étude. Et je vais commencer par le Ménure superbe, avec une étude qui est sortie l'année dernière. Alors je vais juste essayer de retrouver l'étude en question. Elle est réalisée par Anastasia Dalziel et son équipe. Elle date, que je retrouve, du 10 mai 2021. On vous retrouvera évidemment l'étude. Attention, cette étude est payante. Des fois, 90%, 95% des études sur les oiseaux sont gratuites, mais des fois, il y en a qui sont payantes. Donc celle-ci l'est malheureusement. Du coup, je vais me référencer par rapport au papier qui est réalisé par l'université de Wollongong, qui est en Australie, l'université qui a réalisé cette étude. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez l'oiseau ? Ils ont trouvé chez l'oiseau que le mâle avait une stratégie reproductive même, très intéressante.
On sait que c'est un formidable imitateur, on en a parlé en introduction. Et faut savoir que le mâle ne fait pas qu'imiter les oiseaux pour différentes raisons. On viendra à une raison un petit peu plus tard avec le Ménure d'Albert. L'oiseau utilise également ses talents d'imitation pour la reproduction, mais pas pour attirer les femelles, non, pour éviter qu'elles s'en aillent, ou même pendant l'accouplement. Alors Ça c'est incroyable ça. Alors, en gros, que fait l'oiseau ? L'oiseau en fait imite des prédateurs, ou imite ce qu'on appelle dans l'ornithologie le houspillage. Alors le houspillage, c'est un terme qui est pas spécialement très bien connu, mais si je fais référence à des oiseaux qui attaquent par exemple des rapaces, ça se voit notamment chez les corvidés, où on a des corneilles ou des choucas qui, lorsqu'une buse s'approche un petit peu trop d'un territoire, se fait gentiment renvoyer à la frontière, c'est ce qu'on appelle du houspillage. Eh bien, le Ménure va mettre en place toute une série tout un espèce de cinéma avec donc des différents cris d'oiseaux qui houspillent un prédateur. Comme ça, la femelle se sent beaucoup moins rassurée et reste proche du mâle, ou au contraire reste pendant l'accouplement avant de s'en aller, parce qu'apparemment l'accouplement chez les Ménures est extrêmement long. C'est absolument stupéfiant quand même. C'est fou. Et donc la chercheuse donc Anastasia Dalziel disait que c'était peut-être une des clés du succès reproducteur de l'oiseau. Et ces pièges permettraient justement de maintenir entre guillemets les femelles on va dire proches des mâles, pour que le succès reproducteur de ces oiseaux soit plus important. C'est absolument incroyable. C'est vraiment, je trouve, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça absolument formidable, quoi. C'est vrai que c'est dingue quand même. C'est fou. Et puis alors là, je pense pas qu'on puisse trouver d'équivalent dans d'autres espèces aviaires. Bah, ça m'étonnerait. En vrai, je sais pas si on peut trouver d'autres équivalents. En tout cas, utiliser les imitations pour la reproduction, perso, enfin, du moins pour l'acte de reproduction en lui-même, perso, c'est une première. Après, oui, voilà, je sais plus combien, je crois qu'il y a 10% des espèces d'oiseaux qui sont capables d'imiter, qui sont capables d'imitation dans le monde. Donc, c'est pas impossible qu'on ait... rien qu'en oiseaux très communs, on va voir les tourneaux sansonnets. Le merle noir, typiquement. Le jet des chênes, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre finalement. Le rossignol, évidemment. Oui, donc, tout à fait. Donc ouais, non, mais je trouve ça vraiment formidable de voir que... J'aurais bien voulu lire cette étude, malheureusement elle est payante, mais bon, c'est... Bah, après, mais on n'utilise pas de moyens illégaux ici dans cette émission. Et du coup... Non, mais après, bon, si tu veux... Oui, est-ce que faire payer des articles qui ont été rédigés par des scientifiques qui eux-mêmes ont payé pour mettre leurs articles dans la revue, c'est vrai que les scientifiques payent pour mettre leurs articles dans les revues, ce qui est absolument incroyable quand on y pense. Est-ce que déverrouiller le système de paiement des études, ce serait pas une bonne chose, une manière de rendre la science plus accessible à des personnes à faible revenu, finalement. Voilà, c'est un véritable combat social qu'on mène, finalement. C'est vrai. Après, on va pas se plaindre honnêtement au niveau de l'ornithologie. 95% des études qu'on a, elles sont gratuites. Figure-toi que l'étude sur les champs de la mésange à tête noire était payante aussi. Était payante, ouais. Il me semble. D'accord. Aussi. Ouais. J'espère que tu as évidemment investi dans cette étude. Ah non, je me suis trompé. C'en était une autre. Elle était gratuite, je crois. Pourtant, elle est parue dans Science. Ouais, mais il y a parfois des études qui paraissent dans des grandes revues scientifiques qui sont gratuites. Donc mais ouais, visiblement elle était gratuite. Et donc, ou alors c'était peut-être qu'une petite partie. Enfin bref. Donc deuxième étude, parce qu'on a fini sur le Ménure superbe, le Ménure d'Albert du coup, avec une autre étude qui est sortie donc cette année, qui est réalisée par Fiona Backhouse et son équipe dans laquelle on retrouve une certaine Anastasia Dalziel.
Comme quoi, comme quoi. Tiens, Hein tiens, tiens. Tiens. C'est une étude qui démontrait en fait que les mâles des Ménures d'Albert avaient la possibilité de leur donner leur imitation pour en faire un chant particulier. Il y a un oiseau, il y a un Ménure qui commençait une séquence, et dans cette séquence, il imitait le kookaburra, donc le martin chasseur, un oiseau que vous connaissez sans doute pour son rire très diabolique. Ensuite, il imitait un miro à poitrine jaune, un battement d'aile, et enfin le petit site d'un jardinier vert. Et donc, il intégrait tout ça dans une séquence, uniquement avec des imitations, comme un chant classique. Et ça, pareil, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Après, quand on connaît la capacité absolument dingue des Ménures à imiter les différentes choses qui l'entourent, finalement, c'est assez peu étonnant pour les sons séparés, mais pour la séquence totale, c'est vrai que c'est très très impressionnant. Et ils ont même déterminé que les Ménures faisaient évoluer ces séquences, qui est une des raisons de la transmission culturelle des chants. Et des dialectes qui sont échangés chez les oiseaux. On en parle souvent de ces dialectes en disant ah oui mais tiens cet oiseau là qui chante, je vais imager à Paris, il chante pas de la même façon qu'il chante à Bordeaux par exemple, tu vois. C'est justement cette transmission culturelle qui fait que les chants se différencient en fonction de la zone géographique. Hein. C'est assez grossièrement illustré, mais c'est en gros comme ça que ça marche. Et donc oui, tout à fait. On a ces séquences-là qui sont modifiées pour en établir d'autres par transmission culturelle. Et autre chose que j'ai découvert, ce qui va me surprendre, oui et non, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Il faut savoir que les femelles des Ménures chantent et imitent, alors que je pensais que c'était exclusivement réservé aux mâles. Mais il me semble que les chants des oiseaux femelles, en général, si tu prends toutes les espèces d'oiseaux, sont largement sous-estimés en termes de diversité. Il y a même un site internet qui répertorie les oiseaux où les femelles chantent. Et en France, on peut citer Fauvette à tête noire, par exemple, où la femelle chante également. Rouge que noir aussi, si mais je me trompe pas. Est-ce que le chant est identique à celui du mâle pour la femelle? Parce que toutes les fauvettes que j'ai vu chanter étaient exclusivement des mâles. Hein, à chaque fois que j'ai pu en faire des observations. J'en sais rien du tout, honnêtement. Donc, après, il est fort probable après qu'en termes de diversité pure de chant et en termes peut-être de puissance du chant ou de contexte dans lequel le chant est produit, ça doit fortement varier entre les sexes. Ce qui me semblerait logique parce que ça ne doit pas avoir la même fonction. Mais après, il y a peut-être une fonction de marquage territorial ou comment dire. Oui, tout à fait. On en parlait dans le premier épisode avec le grand Eclectus où les rôles entre guillemets étaient inversés, où c'était la femelle qui entre guillemets protégeait le territoire et le mâle qui apportait la nourriture. Donc il y a peut-être aussi ce genre de relations qui s'établissent. Mais je crois que c'est plus de 3000 espèces d'oiseaux où les femelles chantent. Ce qui est énorme. Hein. Faudra que je revérifie les chiffres, mais je crois qu'on est dans ces eaux là. Hein. Donc sur combien au total? Sur à peu près 11 000 espèces d'oiseaux, 12 000 sur à peu près 11 000 espèces. Donc on est à un petit peu moins d'un tiers, donc on devrait être aux alentours de 28-29%, quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Donc c'est quand même plutôt important quoi. Et voilà un petit peu ce que je voulais dire sur nos chers amis les Ménures qui non seulement sont capables d'établir de grandes séquences avec leurs imitations et en plus capables de piéger les femelles pour les Ménures superbes afin de faciliter l'acte de reproduction, si je puis dire. En tout cas, la toute première étude sur le Ménure elle est incroyable. Superbe, elle est hallucinante. Elle est incroyable. Qui aurait pu soupçonner, comment on peut dire, une telle fourberie? Mais c'est formidable. C'est formidable. Mais il y a un truc, alors peut-être que c'est expliqué dans l'étude, je sais pas, mais le fait que le mâle imite le houspillage pendant la reproduction, je me demande comment la femelle fait pour ne pas le percevoir, parce que le mâle chante au-dessus d'elle normalement.
Donc, Après, est-ce que la au niveau configuration des lieux sens- doit être, comment dire, propice à ce genre de phénomène? Je t'avoue, là, je sais pas. Après, on peut pas réellement se projeter dans la tête d'un Clairement oiseau pas. et savoir exactement comment il perçoit son monde. Il y a un terme d'ailleurs qui est donné pour ça, c'est le Umwelt, je sais pas si tu connais, qui peut se traduire, qui est un mot allemand, qui peut se traduire en monde propre, et qui est en fait l'ensemble des perceptions sensorielles rassemblées, qui forment le monde perçu par un organisme. Et entre chaque organisme, ça va être très 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 différent. Et finalement, quand on sait certains comportements qui nous semblent aberrants, je pense, la première image qui me vient, c'était les albatros. Quand ils nichent, si l'œuf tombe de leur nid ou si le juvénile tombe du nid, les parents ne sont plus capables de reconnaître que c'est leurs enfants. Même Ah ouais. s'il est collé au nid. Incroyable. Le juvénile sort complètement de leur perception de ce qui est leur nid, ce qui est leur progéniture, et ils ne s'en occupent plus, et il y a une forte mortalité, une très Ça me très fait forte penser. mortalité Est-ce que tu te rappelles, je sais, c'est la sterne, c'est pas la sterne de Grande, c'est la. Mince. On a parlé lors de la précédente émission, non, l'avant-dernière précédente émission, où on parlait des cigognes, et c'était un oiseau justement où le petit était traîné hors du nid par le caïd du. de la couvée. Voilà, merci de la couvée, et les parents s'en foutaient quoi juste après. Alors je me rappelle plus le nom de l'oiseau. Je crois que c'est Sterne de Grant, mais non, c'est pas Sterne. Je sais que c'est Grant à la fin. Ah, je sais plus. J'ai que la gazelle de Grant qui Albatros me vient avec de le Grant. nom de Grant. Le fou de Grant. Le fou de Le Grant. fou de Grant. Voilà, c'est ça, le fou de Grant. Où justement l'oiseau était. Ah enfin, oui, qu'on appelle aussi fou de Nazca. Ouais, je le connaissais Oui, sous le ce nom-là. fou de Nazca, absolument. D'accord. Je fou le connaissais de sous le nom Nazca. de fou de Nazca. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc on avait parlé de lui comme étant un oiseau un peu salaud quand même. Hein. Mais quand on le voit, il a une tête de méchant. Donc ça ne m'étonne pas au final. Ouais, ça c'est. Les gens pensent toujours au fou à pied bleu là avec ses couleurs un peu comment un peu magnifiques mais Extravagante. extravagantes. Mais les fous c'est des fous. J'attendais que tu la fasses. Je la sentais venir depuis quelques secondes. C'est Je me le disais, tant Joker qu'à des faire. oiseaux. Ah là là. Bref. Eh Écoute, ben, deux sujets très très intéressants. Très, très exceptionnelle intéressant. découverte en tout cas. Je suis encore sur le cul pour le Ménure superbe. ah bah. Je trouve ça formidable. Comme d'habitude. On espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous! Salut tout le monde.